Donc bonsoir à tous et merci d'être présents pour ce troisième débat Mars Actu, le théâtre de l'œuvre dans le cadre des municipales. Donc troisième débat en public qui prépare ce rendez-vous que chacun attend avec ce rendez-vous démocratique. Et je veux d'abord donner la parole à notre hôte du jour, le théâtre de l'œuvre, qui va nous expliquer un peu le fonctionnement et nous rappeler l'usage du chapeau. Bonsoir. Je m'appelle Elven Sicard, je travaille au Théâtre de l'Œuvre. Je me permets de prendre quelques minutes sur le temps de débat pour vous parler du théâtre et de son fonctionnement. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin. Vous allez voir. On est un théâtre associatif qui existe. L'association existe depuis les années 30. Le lieu ici existe depuis les années 60. Et en tout cas, la gestion du lieu existe depuis les années 60. Théâtre associatif, théâtre populaire, on travaille énormément avec le quartier, on fait des créations participatives. D'ailleurs, il y a une création qui s'appelle Elles disent, qui est une création maison avec des femmes du quartier, qui joue le 14 ici et le 14 décembre ici et le 13 à l'ECB, à l'espace culture de la Busserine. J'en profite du coup pour faire un petit peu la pub du lieu. Théâtre ouvert sur le quartier, on fait beaucoup de créations participatives et on essaye d'être le plus accessible possible. C'est pour ça qu'on fait du prix libre. Donc on fait soit des événements gratuits, soit des événements à prix libre. Ce soir c'est un événement gratuit, donc on est très heureux encore une fois d'accueillir Mars Actu. On est très heureux de pouvoir participer au débat citoyen, au débat démocratique et d'être un lieu ouvert. Donc événements gratuits, mais aussi si le cœur vous en dit de vouloir soutenir et que vous avez envie de soutenir le théâtre, il y a des chapeaux. Il y en avait un sur le piano que vous avez vu à l'entrée, il y en aura d'autres à la sortie. Si vous voulez mettre une petite pièce dans le chapeau, ça nous permet de continuer à exister, de continuer à faire fonctionner le projet et de continuer à faire des événements comme celui-ci. Donc voilà, et j'en profite pour un dernier coup de pub. On organise un festival avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Mémoire Vive. C'est le festival Occupé Opération Quartier Populaire qui a lieu à partir de dimanche. On commence dimanche à 17h avec une scène ouverte et tous les soirs il y aura un événement. Tout est à prix libre aussi. Il y aura de la musique, il y aura des concerts, il y aura des projections, notamment un film qui a été fait dans le quartier. Des projections, des conférences et il y a des flyers à l'extérieur si vous voulez voir le programme. C'est à prix libre, du coup vous participez en fonction de vos moyens, en fonction de votre envie, en fonction de comment vous considérez ce qui vous a été présenté, ce qui vous a été proposé. Voilà. On vous remercie encore, on est encore très heureux de recevoir Mars Actu et je vous souhaite un bon débat. Alors, je ne me suis pas présenté, je ne crois pas en tout cas. Je suis donc Benoît Gilles, je suis journaliste et rédacteur en chef de Mars Actu. Alors, le débat qui s'intitule un peu de manière, un peu péremptoire ou comme une sorte d'espoir, éradiquer l'habitat indigne, est un débat vaste. Je pense qu'on n'arrivera pas à totalement épuiser ce sujet. Il va se passer en 3 temps. Le premier temps, on donne la parole à des acteurs que je vais appeler sur scène. Donc Dominique Dias est présent et il va venir avec nous avec Anne-Claire Bell. Je vous en prie. Alors l'idée c'est de poser un peu une forme de décor, si j'ose dire, en tout cas les grands enjeux, avec donc prenez place, vous avez des chaises et des micros. Donc oui, de poser un décor, un état des lieux, pour ensuite donner la parole à des représentants de liste. Alors on n'est pas exhaustif, on ne représente pas tous les mouvements qui sont en cours, soit qui sont déjà déclarés, soit qui sont encore en train de discuter, élaborer des stratégies ou des projets pour les municipales. Donc ce premier temps-là est un premier temps pour essayer d'aller au fond, et ensuite on fera monter sur scène les 6 représentants donc de ces 6 partis ou mouvances ou rassemblements pour qu'ils débattent ensemble de ces thématiques avant de laisser la place et la parole au public pour un échange cette fois-ci avec la salle. Petite remarque, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on essaie de tenir un décompte du temps de parole de chacun des candidats.
on essaie de le respecter plus ou moins pour que cette parole circule bien et qu'on ait le débat le plus démocratique possible. Voilà, donc ce décompte-là, il n'est pas directement affiché, mais moi je l'ai là sur mon téléphone et on me fait remarquer si l'un de vous déborde tout à l'heure. Ça ne sera pas le cas pour vous, où vous serez minuté, effectivement, mais où il n'y a pas forcément la même, la même rigueur, puisqu'on va essayer de rentrer dans le détail. Donc, Anne-Claire Bell, vous êtes la directrice d'une association qui est en fait un regroupement d'associations, un réseau, qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs, et qui a la particularité de pousser la porte des locataires, des propriétaires occupants parfois, de rentrer dans ces appartements qu'on appelle souvent indignes, indécents, insalubres, ces quartiers d'habitat populaire. Alors, qu'est-ce qu'on découvre quand on pousse la porte pour aider ces habitants à faire des menus travaux, des premiers travaux, par exemple d'isolation ou d'électricité, d'aider à faire de l'auto-réparation, c'est ça? Qu'est-ce qu'on découvre? Alors, c'est l'auto-réhabilitation accompagnée. Voilà, auto-réhabilitation, je savais que j'allais me planter. On y tient beaucoup. Et donc, ce qu'on trouve quand on pousse la porte, ce n'est pas un habitat, ce sont des personnes qui sont mal logées. Donc, notre rôle, c'est de faire un diagnostic concerté de l'habitat avec ces personnes pour essayer de comprendre pourquoi elles ne se sentent pas bien chez elles. Et souvent, à Marseille, elles ne se sentent pas bien chez elles parce qu'on est face à des situations de non-décence, de suspicion d'insalubrité, voire de suspicion de péril. Alors, je sais que ces notions, on en a parlé beaucoup dans les journaux, juste je reviendrai brièvement dessus. C'est pas très très compliqué. Si nous, compagnons, on arrive à les maîtriser, je pense que les institutions devraient y arriver également. Une bonne formation suffit. La non-décence, tout simplement, c'est une infraction à un décret qui cite tout simplement une liste des critères que doit avoir un logement, superficie de pièces, hauteur sous plafond, ou d'équipement, présence de chauffage, etc. C'est quelque chose de tout simple. La suspicion de péril, c'est un cumul de critères qui portent atteinte à la santé et la sécurité. Et là où le premier critère relève du droit privé et donc du bailleur, le second, la suspicion d'insalubrité, relève de la préfecture. Enfin, la suspicion de péril, malheureusement, est au cœur de toutes les discussions, puisqu'on est sur des risques de chute d'ouvrage, et là, on est sur la compétence de la mairie. Alors, chute d'ouvrage, ça veut dire en gros que c'est la structure du bâtiment ou de l'appartement qui met en danger les occupants. Tout à fait. Alors, ça peut être un plafond, ça peut être également un balcon. C'est pas obligé que ce soit à l'intérieur du logement. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, quand on rentre dans le logement, on essaie de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX des habitants. Donc, on essaie de leur dire, voilà, vous ne vous sentez pas bien chez vous, votre logement est humide, mais oui, c'est normal, n'ayez pas honte, il y a un défaut de ventilation. On va vous accompagner avant même la réalisation d'entretien locatif, puisque nous faisons de l'accès au droit. On va vous accompagner à faire une médiation avec votre bailleur. Et donc, ce qui est très important, que ce soit dans la lutte contre la non-décence ou l'habitat indigne, qui regroupe donc insalubrité et péril, c'est l'accompagnement des habitants. Et on dit souvent qu'il y a une sorte de responsabilité partagée. Et vous êtes face à ces locataires. Comment comment se répartissent ces responsabilités dans la non-décence, la salubrité ou le péril? Est-ce que c'est le locataire? Est-ce que c'est le syndic? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est la ville ou la métropole? Ou est-ce que c'est tout ça à la fois? Alors, je trouve très important, quand on parle d'éradication de l'habitat indigne, c'est justement de ne pas mettre l'habitat indigne dans des cases. Nous, quand on intervient dans un logement, même si c'est sur le quartier de Noailles, les grandes copropriétés dégradées, on ne va pas rentrer les gens dans des cases. Tiens, nous sommes à Noailles, forcément, ça va être une suspicion de péril. Tiens, nous sommes dans les grandes copropriétés dégradées, forcément, on va être sur une suspicion d'insalubrité avec des problématiques d'insécurité. On ne rentre pas les gens dans les cases. Les typologies d'habitat sont certes différentes. Effectivement, quand on est sur du bâti ancien, on a plus de chances de tomber dans le logement sur des suspicions de péril. Pour autant, quand on est dans les grandes copropriétés dégradées, ça peut arriver sur des balcons. Donc l'important, c'est vraiment d'avoir un regard technique neutre et surtout faire de l'accès au droit et de faire comprendre à l'habitant comment se défendre et également pouvoir tisser un lien avec son bailleur. On n'est pas là pour pointer du doigt à la base ni le propriétaire bailleur, ni la préfecture, ni la mairie.
Nous, ce qu'on veut, c'est travailler en collaboration. On a été par le passé opérateur de MOUS, lutte contre l'insalubrité. Alors MOUS, pour les non-initiés, c'est maîtrise d'œuvres urbaines et sociales, où on travaillait sur des situations et toutes les 8 semaines, on était autour de la table avec les mairies, avec l'ANA, les travailleurs sociaux, etc. Et donc, c'était une réflexion concertée pour résoudre la situation. C'est d'ailleurs un dispositif qui serait fort intéressant à conduire pour les prochaines municipales. Mais je ne veux pas souffler. Non, mais si, c'est intéressant de commencer justement à imaginer comment on peut aider les politiques à placer une liste de priorités. Pour vous, justement, qu'est-ce qu'on mettrait en premier? Qu'est-ce qui est nécessaire de regarder en premier dans ce parc très divers de l'habitat indigne? Alors, je trouve l'idée du permis de louer très intéressante, notamment dans la mesure où cette autorisation va être conditionnée en fait au contrôle d'un technicien. Ça, je trouve ça très bien. Par contre, centraliser le permis de louer sur le quartier de Noailles, je peux comprendre l'intention, mais du coup, pour l'ensemble des Marseillais, ça reviendrait à faire une lutte contre l'habitat indigne à double vitesse, et ça, je trouve qu'il faudrait l'étendre. Juste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un effet, finalement, les gens vont plus aller se loger à Noailles parce qu'il y a ce permis de louer, ou est-ce que ça va nourrir une sorte de marché, de second marché, un peu plus clandestin de l'habitat? Finalement, en fait, les habitants du quartier de Noailles qui ont beaucoup souffert, du coup, depuis cette année, les futurs habitants, puisque le permis de louer, ce sont pour les futurs contrats de location, se trouveront avantagés par rapport à de futurs habitants qui seraient du coup logés dans d'autres quartiers. D'accord. Donc de vitesse, ça veut dire par exemple qu'à la Belle de Mai où il n'y a pas de permis de louer, là les gens n'auront pas, les nouveaux habitants de la Belle de Mai retrouveront des taudis comme on la connaissait à Noailles. C'est ça. Voilà. Et le deuxième point, il faudrait, alors le but n'est pas de pointer le service d'hygiène, mais là j'y suis contrainte, ce serait vraiment de travailler sur la cohérence des procédures du service d'hygiène. Alors je me souviens qu'il y a 1 an, on dénonçait un courrier du service d'hygiène qui classait les dossiers après des mises en demeure lorsque les habitants eux-mêmes ne rappelaient pas pour dire mon propriétaire n'a pas fait les travaux. Donc parfois c'est difficile de prendre son téléphone. Et aujourd'hui, donc j'ai eu un courrier vendredi, une de mes collègues qui arrive, qui me donne un courrier du service d'hygiène, qui me dit comment je fais. Et donc là, c'était carrément un courrier qui conditionnait la visite du service d'hygiène à la communication par le locataire d'un certain nombre de documents. Donc de mémoire, il y avait la copie du bail, des quittances de loyer. Alors quand on sait qu'à Marseille, il y a beaucoup de beaux-verbaux et que souvent les quittances ne sont pas délivrées, du coup, moi je me questionne sur qu'est-ce qui va se passer si l'habitant n'est pas en mesure de communiquer ses pièces au service d'hygiène. Je trouverais également très intéressante l'idée que, suite au municipal, alors avant ce serait encore mieux, mais bon, suite au municipal, disons, on puisse se retrouver autour d'une table, à savoir la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, qui a mis en place un dispositif de lutte contre la non-décence. Nous en sommes également opérateurs qui permet de conserver l'aide au logement lorsque les logements sont non décents. Donc la Caisse d'allocation familiale, les opérateurs qui sont sur le terrain. Ce serait bien également qu'on y retrouve la mairie, la métropole, bref, tous les acteurs, pour essayer de faire le point vraiment sur concrètement, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain pour essayer de voir s'il n'y a pas des doublons, et à Marseille, à mon avis, il n'y a pas de doublons, et surtout de voir comment s'articuler. D'accord. Ça veut dire que cette réunion des acteurs, malgré les stratégies qui ont été mises en place et annoncées par l'État, la ville et la métropole depuis 1 an, elles n'ont pas encore eu lieu? Vous n'êtes pas réunis comme ça, tous les acteurs importants ne sont pas retrouvés? Ou alors on n'a pas été invités. D'accord. Juste pour revenir sur cette question de la non-décence et pour finir là, parce que peut-être que ça ne dit pas forcément, c'est aussi technique, quand vous dites que vous êtes opérateur sur la non-décence, c'est que vous rentrez chez les gens qui touchent une allocation de logement et que vous vérifiez si l'appartement est digne ou décent de manière à éventuellement couper cette allocation qui est versée directement sur le compte du bailleur, c'est ça? Oui, et ce qu'il y a d'intéressant avec ce dispositif, c'est qu'en faisant la médiation avec le bailleur, on fait aussi de l'accompagnement du propriétaire. Parce qu'il n'y a pas que des marchands de sommeil, il y a aussi des propriétaires qui, face à des logements anciens, des fois c'est très compliqué d'arriver à comprendre l'origine d'un désordre. Donc nous, on est là pour leur expliquer. On est là pour leur expliquer également ce qu'ils doivent demander
aux entreprises, parce que souvent un propriétaire qui ne sait pas ne va finalement pas faire de devis parce qu'il ne sait pas quoi demander. Alors c'est pas la seule excuse, mais ça arrive souvent. D'accord. Pour mémoire et pour les lecteurs de Mars Actu, Monsieur Thierry Santelli, qui est donc vice-président qui était vice-président du département et qui était aussi qui est toujours conseiller municipal, a été frappé justement au portefeuille et l'allocation logement lui a été supprimée suite à un diagnostic de non-naissance que vous aviez réalisé, je crois, dans un logement qu'il louait à la Belle de Mai. Bon, il était aussi frappé de péril par ailleurs sur les parties communes. Merci beaucoup. Donc on retient les trois remarques principales que vous, finalement, le témoin que vous passez aux représentants des partis et mouvances qui vont vous succéder sur le plateau. Si je résume donc, que tout le monde se parle, et réunir tous les acteurs, y compris les acteurs associatifs et j'imagine aussi les premiers concernés, les habitants, dans une table ronde qui serait un peu globale, mettre à plat tout ça. Mieux outiller le service d'insalubrité qui relève de la ville mais qui est contrôlé par l'État, par la DTTM, sur les courriers qui s'envoient notamment aux locataires, et puis réfléchir au permis de louer à l'échelle d'un territoire plus grand pour éviter les effets de seuil. Merci beaucoup pour cet exposé. Je crois que vous avez rien oublié de ce que vous... J'avais 5 minutes, donc... Voilà. Donc vous avez pu tenir beaucoup plus longtemps. Dominique Diop, merci d'être à vos côtés. Alors, vous êtes urbaniste, vous êtes architecte, vous êtes aussi ingénieur d'État, c'est ça? Et vous dirigez, co-dirigez un cabinet de conseil qui s'appelle Urbalter. Et vous avez réalisé pour la métropole une étude sur les questions de cohésion sociale à l'échelle de la métropole, mais qui se déclinait dans une série d'études sur les communes, les grandes communes qui composent la métropole, et notamment Marseille. Alors, vous avez regardé de très près où se situent ces logements indignes, où se situent les vrais problèmes. Alors, si vous avez une carte très rapide à faire sur cette situation du logement indigne à l'échelle de la métropole et de Marseille, où est-ce que sont les poches? Effectivement, c'est la vision d'ensemble et qui cherche à aller dans la précision. En introduction, je veux dire qu'on a une situation qui est massive. Bon, ça a été dit. Le nombre de logements concernés, tout le monde est un petit peu impressionné par ces chiffres. Donc c'est une situation qui est massive, mais elle est héritée. Oui. On peut les rappeler, juste le côté massif, c'est 40 000 logements potentiellement indignes. 40 000 logements potentiellement indignes, ça c'est le chiffre qui circule partout sur la ville de Marseille. Et à l'échelle de la métropole, c'est 60 000. Voilà. Il y a une concentration de difficultés à Marseille, mais qui s'explique. Et ça c'est important. Et rapidement, juste pour dire qu'on est sur un territoire qui a connu un formidable essor. Et alors là, je ne vais pas vous remonter trop loin, et puis je vais passer très vite, mais toute la période du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, c'est une croissance fabuleuse. La ville s'est démultipliée, avec beaucoup de constructions, notamment beaucoup, pendant ces années-là, de 3 fenêtres marseillais, notamment. Et quand même, l'analyse socio-économique, spatiale de la situation aujourd'hui des marchés du logement, nous a obligés à reconstruire un petit peu, à prolonger un peu. Il y a beaucoup de travaux historiques, mais ça, c'est un constat qu'on a pu faire quand même, c'est que ce territoire a été la victime d'un effet ciseau, je pourrais dire. Et que je résume très vite, vraiment rapidement, c'est-à-dire qu'à partir des années 60, il y a eu de la destruction d'emplois massive sur ce territoire, ça chacun le sait, personne ne le conteste, et on a eu en même temps l'État qui a orienté des grands projets de développement ailleurs, sur l'étang de Berre. Et puis la dynamique de type californienne, de l'essor aixois qui a embrayé le pas dans les années 70, avec des emplois mieux pourvus. Enfin bon, la comparaison à la Californie, on y reviendra dessus si vous voulez, mais voilà. Mais il y a une réalité démographique dessous qui a été que pendant qu'on a le déclin à un endroit, il y a l'essor à côté, dans l'étang de Berre, sur ce territoire-là. Et donc c'est ça que j'appelle l'effet ciseau. Et cet effet ciseau a créé quelque chose, d'abord l'arrêt de la croissance démographique du territoire dans les années 80, et puis un déclin, un petit déclin. Des gens sont partis, parce que donc on se retrouvait avec une main-d'œuvre qui se retrouvait en partie désœuvrée, par la destruction de l'emploi. Donc une partie sont partis, pas forcément ceux qui n'avaient pas d'emploi d'ailleurs, parce que justement, ils allaient peut-être prendre d'autres emplois ailleurs. Enfin bon, on va arrêter les hypothèses, mais ce que je veux dire, c'est que
en dépit de cette histoire assez extraordinaire, il y a peu de comparaisons de métropoles qui ont pu subir de tels effets ciseaux, eh bien, la spécialisation résidentielle du territoire qui s'était installée, d'abord par l'initiative privée, puis ensuite par l'initiative publique, la construction des parcs de logements sociaux, massive, mais sur un temps très court, dans l'après-guerre, au moment de la décolonisation, je dirais, eh bien, a renforcé la spécialisation résidentielle du territoire, y compris pour des gens qui n'avaient pas de travail. Voilà. Alors, oui, parce que en fait, vous corrélez cette question de développement économique aux questions d'habitat. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est retrouvé à Marseille avec beaucoup de logements privés, le 3 fenêtres marseillais, donc ce qui est devenu aujourd'hui du logement indigne. Beaucoup de logements sociaux construits très vite dans les années 60 et finalement peu de ressources pour faire fonctionner aussi ces types d'habitats. Oui, globalement, des populations plutôt fragiles parce que peu d'emplois, puis avant c'était des emplois faiblement qualifiés, mais ça reste le premier pôle d'emploi, la ville de Marseille quand même, il y a bien plus d'emplois que Aix. Mais dans les proportions, par contre, on observe un déficit. Bon, des chiffres ont été donnés de l'INSEE qui dit qu'il manquerait sur ce territoire 60 000 emplois au bas mot. Bon, mais maintenant, qu'en est-il de la situation effectivement c'est qu'aujourd'hui, on a un parc on a 800 000 résidences principales sur le territoire et on a 130 000 logements sociaux sur ces 800 000. Enfin bon, je ne vais pas assommer tout le monde, mais on a deux difficultés. C'est pour ça qu'il y a le parc de l'habitat indigne que l'on trouve dans le parc privé, dans le parc social. Normalement, il n'y a pas d'habitat indigne, c'est impossible, normalement. Donc on trouve notre sujet de l'habitat indigne dans le parc privé, dans des proportions importantes, 40 000, vous disiez, 60 000, mais c'est important. Enfin, voilà. Et puis, on a aussi le parc social, 130 000 logements, je disais, dans lequel on a aussi des logements malades. On en a de l'ordre de 40 000 qui sont des logements repoussoirs, des logements où les gens qui ont un peu de choix ne veulent pas habiter, des logements où ne vont habiter que ceux qui n'ont plus vraiment de choix. Et pas forcément que pour des questions de qualité du bâti, mais pour des questions d'habitat plus large. Un ensemble de choses. Voilà, c'est de la relégation, c'est des endroits où on ne veut pas habiter parce qu'on ne veut pas ça comme avenir pour ses enfants, et voilà, avec un cumul de difficultés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a 200 000 ménages pauvres sur le territoire, 25%, et on en a une partie qui habite dans nos logements dont nous parlons, de l'ordre peut-être, je pense, la plupart des gens qui habitent les 60 000 logements dégradés sont probablement en grande partie pauvres, mais voilà, il y en a une partie dans le logement social. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux problèmes de même ampleur. Voilà, on n'a pas un problème habitat sur ce territoire, on en a deux. Voilà. Et après, on imagine que pour les parcours résidentiels, c'est autant de gâchis, de difficultés, de la ressource dont nous ne bénéficions pas. C'est-à-dire tous ces logements sociaux non plus repoussoirs, ça devrait être des solutions pour les gens qui voudraient fuir l'habitat indigne. Et souvent, ça n'en est pas. Alors, donc, c'est chacun choisit son mal, quoi. On s'en rend compte dans les études qui ont été faites, notamment sur les délogés, les personnes qui ont quitté pour cause de péril leur logement, et Solia, qui était en charge de trouver un nouveau logement, soit permanent, soit provisoire, a dû rejeter une partie des logements qui lui étaient proposés parce qu'ils ne correspondaient pas, soit parce qu'ils étaient en péril, soit parce qu'effectivement, ils recoupaient ces questions de relégation et qu'il n'était pas acceptable pour des gens qui habitaient le centre-ville. Oui. Mais alors, juste dans l'accès à ces différents marchés, on s'aperçoit que ça crée des niveaux de marché différents. C'est-à-dire qu'il y a le marché de l'immobilier où tout un chacun, on va passer par une agence, on va accéder à un logement, en payant un loyer normalement. Puis il y a un second marché de l'immobilier qui donne accès à ce parc social de fait. Est-ce que vous pouvez définir cette question, cette expression, parc social de fait? Alors, le parc social en fait, on fait la corrélation entre des données socio-économiques qui ont trait aux familles et à l'urbain. Et où est-ce que les personnes qui sont en fragilité sociale trouvent des solutions de logement? Et donc, sur ce territoire, elles trouvent des solutions de logement d'abord dans le parc privé. Voilà, d'abord dans le parc privé. Pour des questions de disponibilité,
le parc privé où les conditions sont possibles pour quelqu'un qui est en fragilité pour avoir un logement, eh bien, il est assez abondant. Voilà. Et dans le parc social, il n'y en a pas assez pour loger les 200 000 ménages pauvres, on a vu, 130 000 ménages, 130 000 logements sociaux, alors qu'on a 200 000 ménages sous le seuil de pauvreté. Et puis, voilà. Donc, c'est dans le parc social de fait privé qu'on trouve les plus grandes fragilités. On trouve là les plus grandes fragilités, et aussi parce que mécaniquement, eh bien, les pratiques de tolérance, je dirais, qui permettent de loger des gens qui ne rentrent pas dans les clous parce qu'ils n'ont pas de papier, ou parce qu'ils n'ont ils peuvent pas prouver de revenus, ou parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils ont besoin d'un logement tout de suite et que sur le logement social il faut attendre pendant pas mal de temps. Voilà. Donc la disponibilité pour accéder au logement quand on est en difficulté, c'est plutôt dans le parc privé et à des conditions qui posent des problèmes et de décence et d'insalubrité, voire de péril. D'accord. Dans cette étude que vous avez faite pour le compte de la métropole, donc qui posait la question de la cohésion sociale, j'imagine que vous faisiez un certain nombre de préconisations pour agir sur tous ces aspects-là de l'habitat en même temps, c'est-à-dire le privé, le public, le social. Aujourd'hui, si vous deviez préconiser des choses aux prétendants au pouvoir qui sont ici réunis, quelle serait votre liste des priorités ? Oui. Alors, vous revenez dessus. Le travail qui a été fait là, c'était un travail pour l'État. Ouais, voilà. Pardon, mais sur le sujet de la construction de la métropole. Mais sinon, on intervient sur d'autres territoires pour les collectivités également. Directement. Mais effectivement, la commande qui nous était passée, est une commande de mobilisation des politiques publiques, mais à la grande échelle. Voilà. Pour intervenir sur ce problème structurel. Donc bien entendu, des pistes d'action publique, ou des buts de guerre, je dirais, en matière d'action publique ont été définis à ce moment-là. Voilà. Et donc, on distingue la situation de l'urgence et la situation structurelle. Je pense que je vais me concentrer sur la situation structurelle, puisque la situation, d'autres mesures à mettre en œuvre, dont on a parlé aujourd'hui, comme le permis de louer ou d'autres choses, ont toute une pertinence. Il est intéressant d'y réfléchir. Mais sur l'aspect structurel, donc, il s'agit d'avoir une politique du logement et des actions concertée, et pas que sur le logement, je dirais aussi, mais je ne vais pas m'égarer, il faut me ramener au sujet. Les questions, c'est lié aussi à des questions d'attractivité des quartiers, des territoires, et notamment des questions d'accès à la sécurité, à la qualification, à l'emploi. Ouais. Voilà. Et donc, sur l'habitat, pour agir de façon structurelle, il nous paraissait, c'était notre conseil, qu'il faut agir sur les marchés, et pour débloquer ces parcs de logements qui sont bloqués. Pour ça passe par répondre, faire baisser la pression qui bloque tous ces marchés-là, qui est la question du logement des ménages modestes. Et la réponse que savent construire les politiques publiques sur plein de territoires que nous accompagnons, c'est d'adapter la construction de logements sociaux. Voilà. Donc ici, globalement, ça peut être plus précis aussi. Il s'agit de construire des grands logements sociaux. Parce que le parc social, qui est une ressource, il y a beaucoup de logements sociaux dans des endroits exceptionnels à Marseille, y compris le long de lignes de métro quand même. Oui. Voilà. Et qui pourtant ne font pas partie, ne sont pas perçus comme des ressources, plus ou moins, ça dépend de leur degré de stigmatisation. Mais ça, c'est des ressources importantes. Donc comment débloquer tout ça ? Eh bien, tout ça est bloqué par la demande sociale prioritaire qui est celle des familles. Et familles avec enfants et plutôt des grandes familles. Donc on a des endroits où il y a trop de grands logements et d'autres où il n'y en a pas assez. Voilà, donc des logements sociaux à construire avec une intelligence territoriale, bien sûr, qui fasse qu'on ne les mette pas au cul du loup ou bien à un endroit où il y a un problème autre. Voilà, donc plutôt dans les endroits qui vont bien. Donc c'est des arrondissements de Marseille où il y en a peu, mais c'est aussi Aix-en-Provence. Et c'est aussi potentiellement avec le développement territorial des endroits comme Aubagne, des endroits où on peut avoir accès à la qualification, à l'emploi. Et puis, je vois qu'il y a quelques suggestions. On passe à l'eau, plan de cul. Il y a aussi la question. Oui.
mais on peut mettre des priorités. Il y a aussi la question d'équiper les quartiers qui sont mal équipés. Voilà, on a des quartiers, et notamment sur Marseille-Nord, il y a des endroits où on a presque le niveau d'équipement qu'il faudrait pour que ça soit des endroits bien à vivre. Et parfois, il manque certaines choses. Soit il manque une offre scolaire pertinente, qui fonctionne, soit quelques lignes de transport. Il y a des endroits qui sont très bien desservis, ça fonctionne très bien, et d'autres non. Voilà. Et puis, accompagner l'investissement privé, vertueux aussi. Parce qu'en fait, on parle de 40 000 logements, malades, plein de choses. C'est des masses énormes, mais si quelqu'un croit que c'est la puissance publique qui doit intervenir pour réhabiliter tous ces logements, c'est absolument hors d'échelle et on est dans une économie de marché. Et donc, il y a de l'investissement privé qui devrait embrayer le pas des politiques donc d'amélioration du territoire et qui sont les politiques de l'ANRU, notamment, pour beaucoup. Que ce soit sur le rééquilibrage des dynamiques de peuplement dans le logement social ou la mise à niveau, la remise à niveau de quartiers qui ont des déficits d'équipement. ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. Agence nationale de rénovation urbaine qui finance au niveau national et à Marseille 14 quartiers, notamment dans l'habitat social classique, on va dire, et qui essaie de transformer cet habitat social. Voilà. Et puis j'ai un autre niveau de réponse, ou de proposition, je dirais plutôt, et qui répond à ce que vous disiez sur ce problème du tour de table. Voilà. Sur d'autres territoires, c'est un sujet qui se pose en matière de gouvernance, sur les questions d'habitat, logement. C'est vrai que c'est fractionné, un petit peu les problématiques. C'est-à-dire qui est compétent? Tout le monde est compétent, c'est ça? En partie, sur certains, non. Ça dépend des angles d'attaque. Tout le monde est incompétent? Voilà. Non. Personne n'a la totale compétence. Voilà. Et donc, un territoire peut choisir de se doter d'une compétence totale et qui rassemble, et qui devient unique. Et ça s'appelle un service public du logement. Voilà. Donc c'est aussi, face à une situation structurelle lourde comme ça, nous, techniciens, nous énonçons la proposition de décider sur un territoire de constituer ce qu'on appelle et ce qu'on assume être un service public du logement. Et qui est partagé par l'ensemble des collectivités, l'État il faut qu'il y en ait une qui soit pilote. D'accord, ça pourrait être la métropole par exemple. Ça irait bien. et puis les autres participent, mais à un pilotage. D'accord. Voilà. Et ça n'a pas l'air sorcier, comme vous le dites, finalement, c'est relativement simple. Ça peut se faire, oui. C'est en droit français, c'est complètement possible. Et voilà. Et qui permettrait également de mettre en œuvre ce qu'il faudrait mettre en œuvre, et notamment la pièce centrale pour agir structurellement sur le marché du logement, c'est le PLH, le programme local de l'habitat. Donc celui qui, pour l'instant, est interrompu. En attendant les élections, puisque c'est une décision de Martine Vassal prise au printemps, et donc repoussée à l'équipe suivante, ou la même, on verra ça. Voilà. Donc ça, c'est l'outil numéro 1, pour tout ce qui est des aspects structurels. Je ne parle pas de l'urgence. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez déjà une liste des priorités. Merci beaucoup d'avoir donné cette parole des acteurs. Normalement, vous deviez être 3, puisqu'une personne du collectif du 5 novembre devait venir pour parler, cette fois-ci, très, très concrètement de sa situation. Et puis finalement, elle a dû se décommander pour des raisons personnelles. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir donné cette première approche à la fois macro et micro de cette problématique de l'habitat indigne. Je vais vous inviter à quitter la salle pour laisser la place aux représentants des partis et mouvements. Merci. Dans l'ordre d'apparition.